أرث يرى لايك الفيديوهات أبونير أكتيفي لا كلوش أكنغت في كضافوذ واتيلي ذي تساعد ذي قواهلنا ديرنون. Nous sommes avec Hanan Bouraï, elle est écrivain. Donc, essaie de te présenter. Hanan Bouraï, je suis d'ici, de Boudima. Je suis auteure depuis 2014. J'ai sorti 3 romans, L'arbre infortuné en 2014, Aussi loin iras-tu en 2016 et Alter Ego en 2019. Donc le premier a été édité chez l'ML Édition et les 2 derniers chez Apic Édition. Parlez-nous de Alter Ego. Alter Ego, c'est mon dernier né, un petit peu différent des 2 premiers, parce que les 2 premiers, c'était en réalité le deuxième et la suite du premier. Alter Ego, c'est un peu différent parce que j'ai changé d'abord de thème. Je parle beaucoup plus de la femme que d'autre chose. Et aussi, c'est un roman, on peut dire psychologique, parce que ça parle de 2 jumelles qui sont différentes. Qui sont très très différentes l'une de l'autre. Donc j'ai fait en sorte d'analyser la personnalité de chacune selon ce qu'elle fait. Voilà. Donc il y a 2 personnages, 2 jumelles, et au destin différent. Ouais. L'une, elle rêve, elle a un rêve, l'autre, c'est un rêve consommé, c'est-à-dire qu'elle est devant le fait accompli, elle a tout ce qu'elle veut. C'est ça. Donc l'une d'elles est une femme ordinaire selon nos termes à nous, c'est-à-dire qu'elle a choisi une vie plutôt posée. Peut-être qu'elle n'a pas le choix et peut-être qu'elle a choisi parce qu'il y a quand même des gens qui sont satisfaits de leurs conditions. L'autre, elle a un don bien sûr, le don d'écrire de la poésie, de faire de la chanson, de faire de la guitare. Elle a choisi de suivre ses rêves et de vivre son rêve. C'est-à-dire l'une, on peut dire ça, c'est une femme émancipée, elle aime la musique, elle aime la poésie, tout ça. L'autre, elle est à la maison, elle n'est pas vraiment émancipée. Oui, soi-disant, elle est dans le conservatisme. Oui, mais quand on le voit dans notre société, on parle à des femmes qui sont en apparence soumises, mais qui sont satisfaites de leurs conditions. Elle te dit, je suis chez moi, j'ai mes enfants, je m'occupe de mes enfants, je suis bien, il ne me manque rien du tout. Donc des fois, on se dit que soit ces femmes sont vraiment satisfaites de leurs conditions, ou soit qu'elles n'ont pas le choix. Parce que, quand on n'a pas un don pour quelque chose, je ne vois pas où est-ce qu'on peut aller, on ne peut pas aller loin quand même. Et puis, il y a un truc de nostalgie. C'est-à-dire que la fille, elle est à la maison, elle aime regarder les films égyptiens. Ouais. Les navets égyptiens, si je peux dire ça. Elle rêve de se marier. Par contre, l'autre émancipée, elle parlait un peu du voile, c'est-à-dire elle rejette le voile. Je ne crois pas avoir parlé de voile en particulier, mais... On est insinuant, c'est tout. Voilà, je comprends ça. Le sujet de religion, n'a pas été explicitement abordé dans le roman, mais l'autre, elle suit son rêve sans prendre en compte justement autre chose. C'est-à-dire, je chante, je ne cherche pas à savoir est-ce que c'est autorisé par la religion ou pas, je mets ce que je veux, je ne cherche pas à savoir est-ce que c'est autorisé ou pas. Donc en quelque sorte, c'est, je dirais pas du mépris, mais c'est de l'indifférence vis-à-vis des choses religieuses. Je vis mon rêve et c'est tout. Quand on parle de films égyptiens, pourquoi j'ai dit égyptien, je pouvais dire aussi turc ou je ne sais pas, c'est parce que c'est des langues accessibles, surtout aux femmes qui sont dans leur foyer. Parce que généralement, comme dans le cas de Aileen, celle qui est à la maison, c'est une fille qui n'a pas beaucoup d'instruction, qui n'a pas vraiment de niveau scolaire avancé. Donc peut-être qu'elle regarde les films égyptiens parce qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'on dit dans un film français ou anglais. Voilà, d'où le choix de films égyptiens. Voilà. Revenons à la religion. C'est vrai, on sent que tu n'as pas pris position. Mais implicitement, moi je comprends que ce sont tes idées, ce sont tes notes d'intention qui y sont à l'intérieur.
C'est vrai que parfois, quand j'ai pris la décision d'écrire, moi personnellement, je n'ai pas cherché à comprendre est-ce que le fait d'écrire un roman était légitime ou pas. Parce que si on suit ce qu'on dit, du côté religieux, on dit que voilà, dans le-delà, vous serez responsable de ce que vous aurez écrit dans votre vie. Donc quand j'écrivais, je n'ai pas pensé à ce que je pourrais répondre face à cela quand je serai morte. Donc oui, implicitement, c'est ça. Parce que même la chanteuse, elle ne cherche pas à comprendre est-ce qu'elle va être mise en enfer parce qu'elle a chanté. Donc c'est à peu près ça. Mais le personnage, elle a refuté justement le paradis. Du moment que sur Terre, ici-bas, elle ne vit pas bien. Elle est cloîtrée à la maison. Donc, il y a aussi le phénomène du paradis expliqué par, non pas par l'auteur, mais par le personnage. Quand on dit religion, on dit pas. Quand on parle de toute forme de religion, il y a aussi des religions qui disent qu'il n'y a pas d'au-delà et que, comme dans le bouddhisme par exemple, on dit qu'il y a ce qu'on appelle la réincarnation. La réincarnation a été évoquée dès le tout début du roman, c'est-à-dire que l'une d'elles a rêvé, entre guillemets, qu'elle était dans un autre monde, qu'elle était un guerrier, qu'elle était un homme. Donc c'est beaucoup plus ça que j'ai exploité. Parce que peut-être que celle qui est à la maison se dit que peut-être que dans cette vie je suis comme ça, dans l'autre vie peut-être je serai autre chose. Donc quand on dit religion, il faut préciser que chaque religion a sa vision du paradis, de l'enfer, de la réincarnation et de l'âme humaine en général. Donc en gros, vous avez abordé la condition féminine. Oui, grosso modo c'est ça, sauf qu'il faut reconnaître que le conflit existentiel existe même chez les hommes. Il y a des hommes qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, pas parce qu'ils sont des hommes, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Voilà. Est-ce que tu te considères comme étant une écrivaine féministe? Non, je dirais directement non, je suis plutôt une écrivaine humaniste. Parce que, je répète encore, je l'ai évoqué dans ma conférence d'hier, normalement, ce problème de la femme ne doit même pas se poser. Parce que dans la création, il y a le mâle et il y a le féminin. Voilà. Donc, normalement, ce sont deux choses complémentaires qui ne doivent pas être séparées l'une de l'autre. Et le dérèglement qu'il y a eu dans nos sociétés, dans nos sociétés humaines par rapport à la femme, quelque part, il y a eu une doctrine, il y a eu peut-être une religion, il y a eu peut-être, je dirais quelqu'un qui a décidé que la femme devait faire ceci, qui a décidé que c'était la femme qui devait faire la cuisine, qui devait s'occuper des enfants, qui devait, je suis sûre que c'était quelqu'un qui a décidé ainsi parce que ce n'est pas écrit sur nos fronts. Voilà. Mais on sent dans le roman, justement le roman, l'histoire, il n'y a pas d'homme. L'histoire se repose beaucoup plus sur les femmes. Oui, c'est normal du moment que je suis une femme. Ça c'est le premier point. Mais c'est parce que ce dérèglement-là qu'il y a eu, qui a dévalorisé la femme en quelque sorte, je crois que c'est le moment de remettre, les pendules à l'heure. C'est-à-dire que le sujet de la femme ne doit même pas se poser parce que c'est naturel qu'elle puisse vivre sa vie. Je ne suis pas pour l'égalité entre l'homme et la femme parce que c'est impossible. Biologiquement, psychologiquement, on n'est pas constitué de la même façon, mais je crois que chacun doit reconnaître les qualités et les défauts de l'autre pour pouvoir les exploiter et pour pouvoir être complémentaires et non pas adversaires. Voilà. Mais l'histoire du roman n'est pas terminée. Ouais. Elle n'est pas terminée parce que c'est un trouble psychologique qu'a l'une des jumelles et on ne guérit jamais de ce genre de trouble psychologique. Bon, c'est vrai qu'à la fin du roman, elle est guérie et la psychologue lui dit que voilà, c'est bon, tu n'auras plus affaire à ça. Mais comme on le sait tous, des troubles pareils, ça revient au bout de quelques années, et peu importe le déclencheur. Et dans mes 3 romans, j'ai laissé toujours la fin ouverte. Si le lecteur n'use pas de son imagination pour continuer, et il ne sert à rien de lire. Voilà. Mais aussi, il y a aussi une chose, moi je pense qu'il y aura une suite du roman.
J'ai pas prévu de suite, franchement parlant, parce que enfin, je travaille sur un autre roman qui n'est pas la suite de celui-ci, mais je préfère laisser les choses ainsi. Voilà. Non, moi je pense qu'il faut une suite, il faut carrément une trilogie. D'accord. Et qu'est-ce Donc que je devrais penser à écrire 2 autres romans. Enfin, on sait jamais. Ouais. Pensez-vous que la femme kabyle est émancipée? Oui et non. Comment? Oui et non, parce que peut-être si elle est émancipée à l'extérieur, enfin à l'intérieur de certaines maisons, je trouve que la femme est toujours aussi, enfin aussi, comment dirais-je, toujours traitée de la même façon qu'il y a des années, parce que qu'on le veuille ou pas, on se la joue émancipée, alors que dans la plupart des cas, c'est de l'hypocrisie. On se la joue émancipée, après, moi, je ne peux pas épouser celle-ci, enfin, regardez ce qu'elle porte celle-là, elle s'est comportée ainsi, elle fume, elle boit. Donc la femme est toujours mal vue quand elle fait certaines choses. Donc je crois que la société kabyle ne sera jamais émancipée tant qu'on surveille la femme. Voilà. Tant qu'on la critique sur ce qu'elle fait. Ces dernières années, on assiste à une profusion de femmes écrivains dans la littérature. Même dans l'art en général en Algérie, surtout en Kabylie, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent, qui se sont frayées un chemin, ils y sont à l'intérieur, ils écrivent, ils font du cinéma, du théâtre. Pourquoi justement cette soudaine immersion, alors que le code de la famille, la société, les rites, la culture ne permet pas justement à cette femme d'être intronisée dans le monde de la culture. Parce que c'est à cause, je crois que c'est à cause du mouvement individualiste entre guillemets qui est partout dans le monde, pas seulement en Kabylie ou en Algérie. Quand je dis individualiste, je dis masculin et féminin. Parce que je crois que chacun essaye de prouver qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut produire, y compris bien sûr la femme. C'est aussi, vous avez parlé de féminisme tout à l'heure, c'est aussi à cause du féminisme qui prend quand même de l'ampleur sous toutes ses formes. Parce qu'il y a le féminisme extrémiste, il y a un féminisme quand même un peu modéré, il y a un féminisme caché sous d'autres formes de partis politiques ou je ne sais pas. Il y a aussi ça. Et je trouve aussi qu'avec le temps, enfin, si je parle en Algérie, moi personnellement, quand j'avais écrit, je n'avais pas écrit pour prouver quoi que ce soit, mais j'avais écrit parce que, j'ai trouvé qu'il fallait que j'écrive, que c'était une pression en moi. J'ai toujours écrit d'ailleurs. Et pour ce qui est de l'édition, je crois qu'il est grand temps que la femme soit traitée de la même façon que l'homme dans le domaine littéraire, bien sûr. C'est-à-dire, il est normal que la femme écrive au même titre que l'homme. Donc, il y a peut-être certaines femmes qui ont écrit, qui ont bravé les interdits à un certain moment. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être ouvert le chemin à d'autres. Voilà. Et beaucoup de femmes, justement, en Afrique du Nord, même par exemple, je vais vous citer quelques exemples. Nawal Saadawi, femme écrivaine égyptienne, Gisèle Halimi, c'est de grands noms de la littérature. Ils ont beaucoup écrit, mais ils revendiquent justement cette féminité, ils revendiquent aussi le féminisme, c'est-à-dire en tant que doctrine politique. Alors que, par exemple, en Algérie, des fois, certaines écrivaines femmes fuient justement, ils disent que nous ne sommes pas féministes. Ils ont peur des préjugés, par exemple. Est-ce que vous êtes dans les cas? Non. Non, je l'ai toujours répété, même à mon entourage, je suis juste humaniste, que la femme doit être traitée en tant qu'être humain, ni plus ni moins. C'est-à-dire que je ne la compare pas à l'homme. Je ne dirais pas qu'elle doit être traitée mieux que l'homme ou moins que l'homme ou de façon égale que l'homme. C'est juste que la femme est un être humain qui doit être mis en valeur
selon sa valeur, pas plus. Parce que quand j'ai parlé de féminisme extrémiste, je trouve que certains courants, comment dire, donnent à la femme plus d'importance qu'il n'en faut. Il ne faut pas oublier de vue aussi que l'homme aussi est un humain qui doit être mis en valeur au même titre que la femme. Donc ce sont les extrêmes. Je ne suis pas pour les extrêmes parce qu'il y a aussi des sociétés, des sociétés dans lesquelles la femme est mieux. En Mauritanie, par exemple, on m'en a parlé, quelqu'un qui est allé et m'a dit, ben là-bas, c'est la femme qui commande. C'est la femme qui commande. Moi aussi, je n'irai pas jusque-là. Alors que certains courants féministes veulent en arriver là, c'est-à-dire que ce sera la femme et la femme et la femme et la femme. C'est pour ça que j'insiste sur le mot humaniste. La femme doit être considérée pour ce qu'elle est. C'est une femme, ni plus ni moins. Voilà. Quels sont tes sujets de prédilection dans la littérature? La psychologie, sans hésiter, parce que ça me fascine. Ce sont des phénomènes qui sont au fond de nous et qu'on ne comprend pas. Un fou ne sait pas qu'il est fou. Parce que pour lui, il se comporte de façon normale. Les autres, nous, on voit qu'il est fou, on l'appelle fou, alors que pour lui, il est normal. Il se comporte de façon normale. Pourquoi? Personne ne peut décrire sa situation quand il est en train de faire quelque chose. Quelqu'un qui a tué, généralement, si vous allez en prison, tous ceux qui sont là-bas, ils vont vous dire je suis innocent. Et peut-être que si on se mettait à la place de tous ceux qui sont en prison, on aurait fait peut-être pire qu'eux. Pourquoi? Parce que on n'est pas encore arrivé à comprendre exactement les mécanismes de l'être humain sur le plan psychologique. Il y a aussi, j'aime aussi écrire sur certains phénomènes de société. La critique de la société, pas forcément négative. Critique, qu'elle soit positive ou négative, c'est-à-dire, on vit dans une société, et comme on dit, l'auteur est le miroir de sa société. Et voilà, un petit mélange d'un peu de tout, amour, amitié, pour épicer le roman. Dans les deux premiers romans, la narration était au deuxième. Le tu. Le tu, voilà. Pourquoi justement ce choix? Mais par contre, Si, il y a aussi le tu, il y a aussi beaucoup plus le jeu. Voilà. J'ai utilisé le tu parce que je me sens bien à l'aise avec, d'abord. Je me suis inspirée un petit peu de Nicole de Buron. C'est une écrivaine tunisienne qui écrit en français. Elle utilise le vous. Le vous, c'est-à-dire elle vous parle à vous. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous êtes un enfant. Je me suis un petit peu inspirée d'elle, je l'avoue. Mais aussi parce que je me retrouve bien. C'est-à-dire que quand tu tutoies quelqu'un, c'est-à-dire que tu lui parles, il se met forcément à la place de celui qui raconte. Mon problème avec le jeu, parce que j'ai un problème avec ce jeu, le jeu c'est que des fois, il y a des auteurs qui l'utilisent à bon escient et il y a des auteurs, surtout quand c'est autobiographique, on sent que l'auteur se vante trop. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Des fois, quand je lis certains romans de certaines qui utilisent ce jeu, des fois, on s'ennuie, on se dit, il parle que de lui-même. Donc, le jeu, il faut savoir l'utiliser. Quand on l'utilise, il faut savoir l'utiliser pour qu'il soit un jeu impersonnel, pour qu'on ne sente pas qu'on parle de soi-même. Je ne veux pas évoquer chez mes lecteurs cette impression que je suis en train de parler de moi-même et de m'auto-glorifier, comme on dit. Le tu, je me retrouve bien avec. Voilà. C'est pas aussi l'égalité de sexe entre hommes et femmes? Non, j'ai pas pensé à ça, je l'avoue. Non, j'ai jamais pensé à ça. Au contraire, quand vous parlez à tu, c'est comme si justement vous mettez la femme à la place de l'homme et l'homme à la place de la femme. Donc c'est un tu impersonnel, c'est-à-dire vous parlez à une personne, que vous soyez homme, que vous soyez femme, le lecteur se met à la place du personnage. Tel qu'il soit, il est grand, il est petit. Par exemple, quand je parle à quelqu'un, tu es une chanteuse, même l'homme, il va se mettre à la place, pas forcément chanteuse, mais chanteur. Il va se dire, voilà, il va s'imaginer. Alors, une question, vous êtes libre de dire ce que vous voulez en conclusion. Donc, en conclusion, je dirais dans la littérature, dans la littérature, on dit que c'est un langage universel. Et c'est le message que je veux transmettre à travers ma petite littérature à moi. Comme quoi, je fais transmettre peut-être certaines choses à un homme qui ne les comprend pas et à la femme qui les comprend parfaitement.
Donc, il faut être dans une vision, disons, universelle des choses. Parce que dès qu'on prend un chemin, c'est-à-dire je suis ceci, je ne suis pas cela, on sent qu'on est déjà enchaîné. Et la littérature, c'est tout à part des chaînes. Voilà. Donc, merci Hanan Boura et bonne continuation. Merci à vous. Merci.